à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Public Sénat. Vous allez pouvoir suivre dans quelques instants, tout de suite même, le début de la discussion au Sénat autour du projet de loi de finances rectificatif pour 2013. C'est dans ce texte notamment que sont contenues les mesures d'allègement fiscaux et sociaux concernant le pacte de responsabilité. C'est également dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificatif pour 2013 qu'a été adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale un amendement socialiste qui augmente la taxe de séjour dans les hôtels de plus de 3 étoiles. Amendement socialiste de l'Assemblée nationale qui sera peut-être en tout cas annulé ici au Sénat, où alors un compromis pourrait être trouvé avec le gouvernement autour d'une application de ce dispositif concernant la taxe de séjour à partir du 1er janvier 2015. Donc tout de suite, direction l'hémicycle du Sénat. À noter que cette séance sera interrompue aux alentours de 16h30, 17h pour suivre en direct sur notre antenne le discours de François Hollande en direct du Conseil économique, social et environnemental. François Hollande qui va ouvrir la conférence sociale qui se tient pendant 2 jours à Paris. Donc discours à suivre en direct sur notre antenne aux alentours de 16h30, 17h. Mais tout de suite, direction l'hémicycle du Sénat. Ce déficit budgétaire sera de 71,9 milliards d'euros en 2014, en diminution de 2,9 milliards d'euros par rapport à l'exécution 2013. Comme le rappelle l'article liminaire, le déficit public atteindrait 3,8 points en baisse continue depuis 2012. Le déficit structurel serait, lui, de 2,3% du PIB, son plus bas niveau depuis 2001. Pour maintenir cette orientation, le gouvernement a annoncé, lors de la présentation du programme de stabilité en avril dernier, la réalisation de 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires dès l'exercice 2014. Ces réductions de dépenses en cours de gestion sont une première réponse à la procédure de correction des écarts qui a été enclenchée à la suite du dépôt du projet de loi de règlement pour 2013. Le gouvernement aurait pu se contenter de respecter à la lettre la loi organique du 17 décembre 2012 et attendre jusqu'au projet de loi de finances 2015 pour proposer des mesures de correction. Nous vous proposons, avec ce projet de loi de finances rectificative, de ne pas attendre pour corriger les écarts constatés en 2013 et d'adopter dès maintenant des premières mesures de correction. Les 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires concernent toutes les administrations, sauf les collectivités territoriales qui, elles, prendront leur part dans les économies prévues dans les 3 ans à venir. Le projet de loi de finances rectificative prévoit ainsi 1,6 milliard d'euros d'annulation de crédits sur le budget de l'État. J'y reviendrai dans un instant. Le PLFR-SS prévoit une économie de 1,1 milliard d'euros sur les régimes obligatoires de base, notamment à travers une mesure de gel des retraites qui dépasse 1 200 € mensuels. Enfin, un autre ensemble d'économies ne nécessite pas de traduction législative. Il en va ainsi des moindres dépenses du Fonds national d'action sociale, financé par la branche famille de la sécurité sociale, d'une part, et de l'UNEDIC, d'autre part. Constatées en fin d'année 2013, ces moindres dépenses sont pérennisées en 2014 pour un montant de 0,9 milliard d'euros au total, dont 0,6 milliard sur l'UNEDIC. Enfin, les décaissements au titre du programme d'investissement d'avenir sont moins importants que prévu, pour 400 millions d'euros. Ces moindres dépenses sont une bonne nouvelle, non pas tant par leur impact budgétaire qui est finalement assez limité, mais pour ce qu'elles révèlent de l'action du CGI, le Commissariat général à l'investissement, qui ne se précipite pas dans la sélection des projets qu'il finance et qui prend le temps nécessaire pour retenir les projets les plus prometteurs. C'est une garantie de bonne gestion pour des investissements qui mobiliseront les deniers publics sur plusieurs années. Je reviens sur les annulations proposées par le PLFR. Annulées pour 1,6 milliard d'euros en cours de gestion, dont 1 milliard d'euros de crédits frais, c'est-à-dire au-delà de la réserve de précaution, cela a été rarement vu dans notre histoire budgétaire. C'est peut-être même sans précédent. C'est l'illustration de notre volonté qui porte ses fruits de
tenir la dépense et d'engager sans tarder des économies. Vous avez sans doute en tête des annulations de crédits qui avaient été prévues par la loi de finances rectificative de mars 2012. Ce précédent, qui peut être intéressant, néanmoins, ne peut être comparé à l'ambition qui anime les projets d'annulation de ce collectif. En effet, en mars 2012, les annulations étaient de 1,2 milliard contre 1,6 milliard dans ce PLFR. En plus, en 2012, les annulations portaient uniquement sur des crédits gelés, alors que les annulations d'aujourd'hui portent sur 1 milliard d'euros de crédits situés hors réserve de précaution. Enfin, le gouvernement d'alors proposait en 2012 des annulations sans savoir s'il lui reviendrait de tenir la norme en fin d'année, alors qu'il diminuait par ailleurs nettement la réserve de précaution. En réalité, alors, le risque était pris, dans le cadre d'un rabot, que ces annulations s'avèrent insoutenables en fin d'année. Proposons pour notre part que les annulations maintiennent la réserve de précaution à un niveau élevé, de l'ordre de 6,8 milliards d'euros, pour garantir la bonne exécution en fin d'année. Au final, les dépenses de l'État, sous norme en valeur, seraient inférieures de 3,1 milliards d'euros à l'exécution 2013 à périmètre constant, compte tenu de la baisse intervenue en loi de finances initiale et des annulations qui vous sont aujourd'hui proposées. Ce PLFR anticipe par ailleurs une charge de la dette inférieure de 1,8 milliard d'euros à la prévision de la loi de finances initiale. Les taux d'intérêt notamment sont plus bas qu'attendus. C'est le signe que la politique économique et budgétaire du gouvernement inspire confiance aux créanciers de l'État. Je remarque qu'en d'autres temps, certains gouvernements auraient pu être tentés de présenter cette moindre dépense comme une économie supplémentaire qui viendrait documenter des mesures de redressement. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Cette économie n'est en effet pas forcément pérenne. Il peut se produire une remontée progressive des taux d'intérêt et de l'inflation. Par prudence, nous nous contentons de constater cette moindre dépense sans en tirer la moindre conséquence pour l'avenir. Ce projet de loi de finances rectificative révise également les recettes fiscales nettes de l'État de 5,3 milliards d'euros à la baisse. Cette réévaluation tire les conséquences de l'exécution de 2013. L'effet base, c'est-à-dire les moindres recettes constatées en fin d'année 2013 par rapport à la prévision, vient minorer mécaniquement la prévision pour 2014 à hauteur de 4 milliards d'euros. Compte tenu de l'exécution 2013, nous proposons également de revoir à la baisse de 2 milliards d'euros la croissance spontanée des recettes fiscales, en particulier l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Il faut garder une certaine humilité quand on parle de prévision et accepter le fait que l'exercice est difficile. Il est possible que la taxe sur la valeur ajoutée ou l'impôt sur les sociétés soit moindre qu'escompté, mais il est également possible que l'impôt sur le revenu soit plus important que prévu ou que la charge de la dette soit inférieure à nos prévisions. Les informations nouvelles qui apparaîtront dans les mois à venir, en particulier les recouvrements et l'évolution de la situation économique, nous permettront d'affiner nos estimations jusqu'au dépôt du projet de loi de finances pour 2015, puis du projet de loi de finances rectificative de fin d'année. Au final, compte tenu de ces mouvements en recettes et en dépenses, le solde de l'État est revu à la baisse de 1,4 milliard d'euros par rapport à la prévision de LFI. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, les mesures adoptées dans toutes les lois de finances depuis le début de la législature ont eu pour objet de réduire progressivement le déficit public. Mais ces mesures, comme je le disais en introduction, ont également permis de rétablir et d'améliorer la progressivité de l'impôt. Depuis le début de la législature, les mesures adoptées ont certes mis chacun à contribution, mais l'effort demandé a été proportionné aux revenus de chacun. Ainsi, nous avons rétabli l'ISF, qui avait été vidé de sa substance par la funeste réforme de 2011. Nous avons aussi rétabli les droits de succession et de donation que la loi TEPA avait exagérément minorés. Nous avons mis
en place une tranche d'impôt sur le revenu à 45%. Nous avons abaissé le plafond du quotient familial qui profite très largement aux ménages les plus aisés, quand les ménages les plus modestes n'en profitent pas du tout. Dans le même temps, nous avons limité les effets pervers des mesures prises précédemment, en particulier le gel du barème, avec le renforcement de la décote et avec maintenant l'allègement d'impôt sur le revenu proposé par ce PLFR, j'y reviendrai un instant, et l'allègement de cotisations salariales prévu par le PLFR SS, deux mesures qui profiteront aux ménages moyens et modestes. Enfin, pour que personne n'échappe à l'effort demandé à tous, nous avons renforcé les moyens de la lutte contre la fraude fiscale, avec le succès que l'on peut mesurer aujourd'hui, avec la prise de conscience par nos compatriotes qui avaient jusqu'ici omis de déclarer des comptes à l'étranger, que les temps avaient changé. Cette politique nous permet, en faisant payer l'impôt par tous, d'en rétablir plus justement la charge avec la mesure d'allègement dès 2014 que propose ce texte. Nous avons certes augmenté les prélèvements obligatoires pour réduire le déficit, c'est vrai, mais ces augmentations ont permis de renforcer la progressivité du système fiscal, de demander une plus grande contribution à ceux qui ont davantage de revenus ou de patrimoine. Dans le même temps, les augmentations sur les plus aisés s'accompagnent d'allègements pour les plus modestes que le gouvernement vous propose dans le cadre du pacte. Il en va ainsi d'une mesure d'allègement d'impôt sur le revenu prévue par le présent projet de loi de finances rectificative d'un montant de 1,1 milliard d'euros. Il en va aussi ainsi de l'allègement de cotisations salariales que vous examinerez dans le cadre du PLFRSS pour un montant de 2,5 milliards d'euros. Ainsi, pour un salarié rémunéré au SMIC, ce gain sera de l'ordre de 500 € par an, directement mesuré sur sa fiche de paye. Au total, 5 milliards d'euros à horizon 2017 de hausse du pouvoir d'achat pour les ménages modestes et moyens. Du début à la fin de la législature, notre politique fiscale restera conforme à notre objectif, rétablir la progressivité du système fiscal pour réduire les inégalités. Enfin, le gouvernement s'est fixé comme priorité le retour à l'emploi des personnes qui en sont aujourd'hui dépourvues. Pour cela, il mobilise l'ensemble des moyens dont il dispose, et notamment l'outil fiscal. Le gouvernement vous propose ainsi d'alléger le coût du travail de 30 milliards d'euros sur l'ensemble de la législature. 20 milliards d'euros au titre du crédit impôt compétitivité emploi, qui sont aujourd'hui complètement appropriés par les entreprises, dont certaines le touchent et dont toutes bénéficient à ce titre de réduction de paiement de l'impôt sur les sociétés et même parfois d'impôt sur le revenu. Nous ajoutons 10 milliards d'euros au titre des allègements de cotisations patronales proposés dans le cadre du pacte. Seuls seront inscrits dans les deux textes que vous examinerez les mesures qui entreront en vigueur en 2015. Ce sont donc de nouveaux moyens au service de l'emploi qui seront ainsi mobilisés. Dans le même temps, le gouvernement vous proposera de supprimer progressivement la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, mais je ne développe pas davantage car nous aurons le débat sur ces sujets dès la semaine prochaine. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, avec ce projet de loi de finances rectificative, le gouvernement propose donc de poursuivre à la fois l'assainissement des finances publiques, le rétablissement de la progressivité du système fiscal et l'effort mené en faveur de l'emploi. Le débat autour des propositions du gouvernement commence donc aujourd'hui, se poursuivra la semaine prochaine avec l'examen du PLFRSS. Nous avons donc plusieurs jours et peut-être plusieurs nuits de débats passionnants dont je me réjouis en vous remerciant. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur François Marc, rapporteur général de la Commission des Finances.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances rectificative pour 2014 qui nous est soumis constitue, avec le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale que nous examinerons un prochain jour, la première traduction législative du pacte de responsabilité et de solidarité. On sait que celui-ci vise à concilier le soutien à la croissance et à l'emploi à l'aide de baisses ciblées de prélèvements et la consolidation des finances publiques qui prend la forme d'un plan d'économie de 50 milliards d'euros sur la période 2015-2017. Ces deux textes, s'ils ne comprennent pas l'ensemble des mesures législatives prévues par le pacte, permettent de tracer une perspective pour l'évolution des dépenses publiques, mais aussi pour celle des prélèvements obligatoires pour la suite de la législature et au-delà. Cette visibilité est essentielle, on le sait, pour le retour de la confiance des acteurs économiques, après une période qui a contraint les gouvernements successifs à procéder à des ajustements fréquents compte tenu de l'ampleur de la crise et de ses effets sur les finances publiques. Ainsi, le pacte prévoit la poursuite de l'allègement du coût du travail reposant dès 2015 sur la suppression des cotisations patronales au niveau du SMIC et la révision du barème des allègements. Compte tenu du CICE, le coût du travail serait allégé, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, d'environ 30 milliards d'euros au total en 2017. Il engage aussi une modernisation de la fiscalité des entreprises qui fait suite aux concertations intervenues dans le cadre des assises de la fiscalité. Celle-ci privilégie la diminution des impôts assis sur les facteurs de production, avec notamment une suppression de la contribution sociale des solidarités des sociétés, la C3S, qui a été programmée sur plusieurs années, avec une première réduction de 1 milliard d'euros dès 2015. Et il prévoit enfin la suppression de la contribution exceptionnelle dite surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, puisque la suppression est actée pour 2016 par le présent projet de loi de finances rectificative. Et il prévoit aussi, on le sait, la diminution du taux d'impôt sur les sociétés de 33,1 à 28% d'ici à 2020, avec une première étape en 2017. Il prévoit enfin des mesures de solidarité pour les ménages modestes d'un montant total de plus de 6 milliards d'euros, comprenant une mesure provisoire d'allègement sur l'impôt sur le revenu, qui figure dans le projet de loi de finances rectificative, et à laquelle devrait succéder pour 2015 une mesure pérenne portant sur le bas de barème. La prévision de recettes fiscales nettes pour 2014 est revue à la baisse de 5,3 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale et s'élève à 279 milliards d'euros. Et on sait que cela résulte essentiellement du rendement moins élevé qu'anticipé de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, compte tenu pour une large part de la reprise en base des moins-values des recettes fiscales de 2013 pour un montant de 4 milliards d'euros. S'agissant des dépenses de l'État, des annulations de crédits pour un montant de 1,6 milliard d'euros sont prévues sur le périmètre zéro valeur, c'est-à-dire hors charge de la dette et des pensions, afin de contribuer à l'effort supplémentaire en dépenses de 4 milliards d'euros. Les dépenses totales de l'État en 2014, relevant du périmètre zéro volume, seraient quant à elles inférieures de 3,4 milliards d'euros à la prévision initiale, en raison de la révision à la baisse de la charge de la dette, moins 1,8 milliard d'euros, permise par la faiblesse de l'inflation et des taux d'intérêt. On rappellera à cet égard que les taux sont historiquement bas, avec un taux à 10 ans autour de 1,6% pour la dette française et un spread avec l'Allemagne de l'ordre de 40 points de base. Et au fond, mes chers collègues, ceci témoigne bien de la crédibilité de notre politique, mais aussi, car l'ensemble des taux d'intérêt se sont rapprochés dans la zone euro, des progrès que cette zone euro a réalisés, tant du point de vue des efforts accomplis que des avancées en termes de gouvernance au cours des derniers mois. Quant aux annulations de crédits, elles portent essentiellement à hauteur de 965 millions d'euros sur des crédits qui n'avaient pas été mis en réserve en début d'année
et 635 millions d'euros sont annulés au sein de la réserve de précaution. Elles n'ont pas porté sur les dépenses obligatoires et pratiquement pas sur les dépenses de personnel, seules les dépenses pleinement maîtrisables par les gestionnaires étant concernées. Donc, dans ces conditions, on notera que d'importantes marges de manœuvre sont malgré tout conservées afin d'assurer le respect de la norme de dépenses en exécution, puisque les crédits mis en réserve seraient encore de 6,8 milliards d'euros après les annulations de ce projet de loi de finances rectificative. Cela devrait permettre de faire face aux différents aléas de l'exécution budgétaire, comme par exemple les dépenses qui pourraient résulter des contentieux agricoles avec la Commission européenne. Au total, le projet de loi de finances rectificative prévoit un déficit budgétaire de 83,9 milliards d'euros, y compris les investissements d'avenir. Certes, cela correspond à un déficit accru de 1,4 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale, mais à une amélioration d'environ 3 milliards d'euros par rapport à l'exercice 2013, sur lequel nous reviendrons dans quelques jours. Le présent projet de loi de finances rectificative poursuit avec le PLRFSS l'effort de consolidation des comptes publics engagé par le gouvernement en 2012. Cet effort a été considérable. Il n'a toutefois pas produit les effets escomptés compte tenu de la conjoncture économique déprimée à l'échelle mondiale et tout particulièrement au sein de la zone euro. C'est la raison pour laquelle a été déclenché le mécanisme de correction budgétaire, le Haut Conseil des finances publiques ayant identifié dans son avis du 23 mai 2014 ce qu'on appelle un écart important entre le solde structurel constaté en 2013 et les orientations arrêtées par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. L'effort projeté en 2014, dans ces conditions, plus important que ne le prévoit la loi de programmation, va permettre d'engager la correction de cet écart. Cette évolution est mise en évidence par l'article liminaire qui retrace les prévisions de solde effectif et structurel. Alors j'ai noté, et la Commission des finances en a débattu, que l'Assemblée nationale a modifié cet article liminaire, nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure, en dégradant la prévision de solde conjoncturel et en améliorant celle du solde structurel. Cela revient à modifier notre croissance potentielle et à nous rapprocher du retour vers l'équilibre structurel. Je souhaite indiquer d'emblée qu'une telle réévaluation en cours de route n'est pas souhaitable. Au contraire, une permanence dans les méthodes et les hypothèses fondamentales utilisées pour le calcul du solde structurel me paraît indispensable. C'est d'ailleurs à cette fin que nous avons défini une trajectoire de PIB potentiel dans la loi de programmation des finances publiques et que le Haut Conseil des finances publiques, à la suite d'une modification apportée par le Sénat à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, est tenu de retenir, je cite, la trajectoire du produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à la loi de programmation. Et je dirais que, au surplus, le non-respect de ce cadre budgétaire, comme nous le suggère l'Assemblée nationale, pourrait porter atteinte à la crédibilité de la France auprès de nos partenaires et fragiliser les règles de gouvernance économique et financière. En effet, s'écarter des méthodes définies dans nos textes donnerait le sentiment que les autorités françaises s'arrogent le droit d'améliorer comme bon leur semble leur trajectoire de solde structurel. Ces éléments expliquent que la Commission des finances ait adopté, je crois pouvoir dire de manière assez unanime, un amendement visant à revenir au texte initial du gouvernement. En dépit des nombreux articles insérés lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, je rappelle que leur nombre des articles a été multiplié par 5, le solde budgétaire pour 2014 n'a pas été modifié. Je souhaite évoquer 2 articles adoptés par l'Assemblée nationale qui me semblent particulièrement importants pour la vie de nos territoires. En premier lieu, le remplacement de l'écotaxe par un péage de transit poids lourd. Cette solution permet, me semble-t-il, de préserver la logique pollueur-payeur
tout en évitant de mettre en place un dispositif qui n'était ni compris ni accepté. Je me félicite que sur ce sujet sensible, une solution équilibrée ait été trouvée. En second lieu, je voulais évoquer la taxe locale sur la consommation finale d'électricité. J'avais, dès l'examen du projet de loi de finances pour 2014, contesté la réforme proposée par le gouvernement. Le Sénat m'avait suivi et a, ce printemps, adopté à l'unanimité une proposition de loi de notre collègue Jacques Mézard et du groupe RDSE allant dans le même sens. Le Sénat ne peut donc que se satisfaire du maintien de la situation actuelle que propose le projet de loi de finances rectificative qui nous est soumis. La poursuite du redressement de nos finances publiques est un impératif. Il passe par des efforts importants dès cette année. En 2015, ce sont 21 milliards d'euros d'économies qui devront être réalisés. Les dépenses publiques devraient ainsi progresser moins vite que l'inflation, ce qui constitue un effort inédit. Il repose sur des réformes permettant de réduire structurellement la dépense publique et garantir un redressement pérenne. La mise en œuvre des réformes, le Premier ministre l'a rappelé il y a quelques jours, nécessite du courage, de la cohésion et de la constance. Les économies programmées nécessiteront en effet de réformer en profondeur nos manières de piloter et de mettre en œuvre les politiques publiques. N'ayons pas la faiblesse de croire que nous y arriverons seulement en réduisant le train de vie de l'État ou en supprimant ici ou là des dépenses des structures publiques. Cela est sans doute nécessaire, mais l'essentiel des économies à consentir doivent résulter d'une révision plus profonde de la mise en œuvre des politiques qui doit contribuer également à une plus grande équité, une modernisation de nos services publics et une simplification de nos règles et procédures. La méthode sera déterminante. Il faudra de la transparence sur les objectifs, de la concertation quant au choix des moyens pour les atteindre et de la fermeté dans la mise en œuvre des décisions. Il me semble enfin que notre effort d'ajustement doit prendre en compte deux dimensions essentielles. L'investissement, soit la préparation de l'avenir, et la lutte contre les inégalités qui conditionnent notre cohésion sociale. Nous le savons, les politiques d'ajustement ont des conséquences négatives sur ces deux dimensions, y compris dans l'Europe tout entière. Cette préoccupation doit donc être prise en compte à plusieurs niveaux de l'action publique. Elle suppose que des politiques redistributives efficaces soient mises en œuvre. C'est le sens des mesures fiscales et sociales prises par le gouvernement dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle exige aussi que les dépenses d'investissement, on a pu parler aussi de dépenses d'avenir, car il est vrai que la notion comptable d'investissement n'est pas nécessairement adaptée, ne soient pas sacrifiées sur l'autel de la contrainte budgétaire. C'est le sens notamment du deuxième programme d'investissement d'avenir engagé par le gouvernement, dont il faut sans doute simplifier les procédures pour en accélérer la mise en œuvre, Monsieur le Ministre. Il est indispensable de la même manière que la réduction programmée des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales prenne en compte ces deux dimensions en inventant des mécanismes permettant certes de favoriser des économies structurelles, mais aussi de préserver l'investissement tout en poursuivant la montée en charge des mécanismes de péréquation. Enfin, il convient de faciliter et d'encourager l'investissement des entreprises, qui est une source essentielle de croissance et sera demain, avec la diminution du coût du travail, le principal outil de la compétitivité de notre économie. C'est ce qui guide l'action du gouvernement à travers le CICE et les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité. Telle est également la vocation de la Banque publique d'investissement et des autres dispositifs publics destinés à financer les entreprises innovantes. La visibilité donnée par le gouvernement sur l'évolution des prélèvements obligatoires est également de nature à favoriser la confiance et par conséquent une reprise plus vigoureuse de l'investissement. Mes chers collègues, chacun le comprend, la croissance est la clé à la fois du redressement de nos finances publiques et la condition de la préservation de notre système productif. C'est elle qui permettra de nous désendetter, d'investir,
de réduire le chômage et de dégager des marges de manœuvre pour mettre en œuvre nos priorités. En cela, il est nécessaire de s'interroger sur nos règles et modes de fonctionnement au sein de la zone euro. C'est pourquoi je salue la convergence de vues qui se dessine entre le gouvernement français et le président du Conseil italien, Matteo Renzi. Le débat sur le rythme des ajustements dans l'Union européenne et ses effets sur l'emploi, l'investissement et la croissance est pleinement légitime, de même que celui concernant notre politique monétaire commune. Ce sont d'ailleurs les instances internationales, Fonds monétaire international et OCDE, qui le posent autant que les pays membres de la zone euro. Il conduit à évoquer de nombreuses questions essentielles pour l'avenir de la zone euro, au-delà des enjeux de court terme. Je veux parler de l'assouplissement des conditions d'application du pacte de stabilité et de croissance, la création d'une capacité budgétaire propre au sein de la zone euro, la mise en place d'un salaire minimum différencié dans l'ensemble de la zone, ou encore la mutualisation d'une partie des dettes, par exemple pour financer des investissements structurants, qu'il s'agisse d'infrastructures, de transport, de transition énergétique ou d'économie numérique. Les sujets pour lesquels des investissements conséquents seraient nécessaires pour favoriser la croissance et le bien-être en Europe ne manquent pas. Ce débat, chers collègues, invite aussi à mieux coordonner les politiques budgétaires nationales. À cet égard, l'ajustement conduit par l'Allemagne, qui dispose d'un excédent commercial jugé, je cite, excessif par la Commission européenne, mais continue pour autant de pratiquer une modération salariale et équilibre son budget au détriment pour partie de ses dépenses d'investissement public, pose question. Cet ajustement conduit en effet à la fois à déprimer la demande et à réduire la capacité de la plupart des autres pays de la zone euro à rattraper leur déficit de compétitivité. Il accroît également, la Commission des finances en a longuement parlé ces dernières semaines, il accroît les risques de déflation qui, s'ils devaient se matérialiser, nuiraient considérablement à notre capacité de redresser nos comptes publics et à retrouver collectivement une croissance forte. Ces questions sont essentielles et méritent d'être débattues publiquement. Elles ne peuvent pour autant justifier que nous modifiions nos règles de calcul ou que nous ne tenions pas nos engagements. Elles ne peuvent pas davantage remettre en cause la nécessité de réduire la charge que nous laissons aux générations futures et de mener à bien les réformes qui nous permettront de retrouver des marges de manœuvre budgétaires. L'investissement public me semble, vous l'aurez donc tous bien compris, être un paramètre à regarder avec beaucoup d'attention, tant au niveau européen que national, ainsi qu'à l'échelle locale. Il nous faudra très vite revenir sur cette question de l'investissement public. Et pour conclure, je rappellerai ici, ayant dit tout cela, que la Commission des finances a décidé de proposer au Sénat d'adopter ce projet de loi de finances rectificative. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur général. La parole est à monsieur Philippe Marini, président de la Commission des finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je commencerai par un paradoxe. Vous nous présentez, Monsieur le Ministre, les textes successifs du gouvernement et, par exemple, ce projet de loi de finances rectificative comme jalon sur le chemin du retour à l'équilibre des comptes publics. Or, pour ma part, quand je regarde les choses de manière un peu approfondie, j'ai tendance à considérer que ce chemin est de moins en moins ambitieux et de plus en plus sinueux ou flou. Et je voudrais tâcher de vous le montrer. D'abord, il me semble que nous ne cessons de réviser en baisse
nos ambitions en matière de finances publiques. Premier exemple dans ce collectif budgétaire. Qu'est-ce qui éclate aux yeux sur la première page? Les recettes diminuent de 4,8 milliards d'euros, les dépenses de 3,4 milliards d'euros, le solde se dégrade de 1,4 milliard d'euros. Deuxième élément, la dégradation du déficit de l'État en 2014 fait suite à la révision dans le programme de stabilité dont nous avons débattu fin avril, de l'objectif de solde des administrations publiques pour 2014. Il était de moins 3,6%, il est à présent de moins 3,8%, ambition réduite. Troisième exemple, vous annoncez 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires. En réalité, ces économies ne viennent pas majorer l'effort en dépenses de 2014, mais compenser d'autres dépenses qui augmentent de façon plus dynamique que prévu au moment de la loi de finances initiale. Si l'on raisonne en termes structurels, au niveau de l'effort structurel, l'objectif fixé en loi de finances initiale était de 0,9 points de PIB. Il n'est plus à présent que de 0,8. 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour un effort structurel moins important, c'est encore une ambition réduite. Nous verrons un peu plus tard, dans le débat d'orientation des finances publiques, que par ailleurs, ces économies ne permettent pas de corriger intégralement l'écart à la trajectoire constaté par le Haut Conseil des finances publiques et que vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, ainsi que notre excellent rapporteur général. Quatrième exemple, au-delà de 2014, le programme de stabilité du mois d'avril acte un relâchement de l'effort budgétaire sur la période de programmation qui court jusqu'à 2017, puisque l'objectif de retour à l'équilibre effectif des comptes publics en 2017, qui était encore l'engagement de campagne de l'actuel président de la République, s'est éloigné, s'est estompé dans le temps. La prévision pour 2017 est à présent celle d'un solde négatif de 1,3%. Quant à la cible de l'équilibre structurel, qui constitue depuis le traité européen de 2011 et notre loi organique de décembre 2012 l'objectif de moyen terme de nos finances publiques, faute de pouvoir être atteint dans les temps, cet objectif a été décalé à 2017. C'est toujours une ambition dégradée de maîtrise de nos finances publiques. Et dernier exemple, celui-ci est relatif à la dette et sans doute encore plus décisif. Pour 2014, la loi de programmation que nous a présentée le gouvernement il y a moins de 2 ans, Monsieur le Ministre, fixait un objectif de 90,5% du produit intérieur brut. Oui, c'était la même majorité. Ce n'était pas le même gouvernement puisque c'était celui de Monsieur Ayrault, mais vous étiez rapporteur général. Et cet objectif de 90,5% du PIB a été porté plus tard, 6 mois plus tard, à 94,3% dans le programme de stabilité d'avril 2013, puis à 95,1% par la loi de finances pour 2014, puis à 95,6% par le programme de stabilité du mois d'avril 2014. Alors on nous dit, certains nous disent, que cette austérité est absolument insupportable et dramatique, mais ce que je vois pour ma part, c'est que les objectifs ne cessent de se dégrader, et le plus préoccupant d'entre eux, d'abord, qui est celui de l'endettement de l'État, objectif de 90% il y a 2 ans, objectif de près de 96% aujourd'hui. Quant à ce chemin peu ambitieux, il me semble également caractérisé par un certain flou.
On aimerait disposer, Monsieur le Ministre, pour chacune des années jusqu'en 2017, non seulement des objectifs du solde effectif et structurel, mais aussi des mesures en dépenses et en recettes, année par année, qui seraient susceptibles d'être mises en œuvre. Cela paraît être une évidence ainsi énoncée, mais pourtant, nous n'avons pas cette présentation dans le collectif budgétaire, ni davantage dans le rapport sur les orientations des finances publiques, sur lequel nous allons débattre d'ici quelques jours. On nous répète, c'est la communication constante de ce gouvernement, que le pacte de responsabilité consiste en 50 milliards d'euros d'économies de dépenses et en 25 milliards d'euros d'allègement de prélèvements obligatoires, soit un effort de 25 milliards d'euros de réduction du déficit d'ici 2017. Monsieur le ministre, ces 25 milliards d'euros permettront-ils d'atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2017 et que j'évoquais tout à l'heure? Nul ne le sait. Rien ne le démontre dans les documents qui nous sont diffusés. Le gouvernement, peut-être le sait-il, mais en tout cas, il ne le dit pas clairement. Puisque j'évoque ainsi quelques zones d'ombre, je laisserai aux membres de mon groupe, qui ont l'intention de le faire à juste titre, le soin de disséquer les mesures proposées dans ce collectif budgétaire et j'achèverai par quelques réflexions sur la gouvernance de nos finances publiques pour vous exprimer mes doutes profonds sur la gouvernance de nos finances publiques. En premier lieu, nous sommes en quelque sorte victimes du fractionnement des débats financiers. Nous allons examiner successivement un collectif budgétaire et une loi rectificative de financement de la sécurité sociale. Chacun sait qu'entre l'un et l'autre texte, il existe une tuyauterie d'une complexité incroyable et que faire vivre ces deux systèmes parallèles ne peut que se traduire par un vrai problème de lisibilité politique. Nous avons un peu progressé, mais très insuffisamment, sur le chemin d'une approche consolidée des finances publiques. Mais, Monsieur le Ministre, pour informer correctement le Parlement et l'opinion publique, la seule bonne solution, c'est de suivre l'avis formulé dès 2010 par la commission Camp-Dessus, c'est de fusionner les parties recettes de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. Au demeurant, le Haut Conseil des finances publiques a joué son rôle, il ne s'y est pas trompé et ses avis sont globaux et portent à la fois sur l'un et l'autre texte, loi de finances et loi de financement. Second doute que j'émets sur notre gouvernance des finances publiques, c'est le recours à une règle exprimée en termes de solde structurel. C'est le recours à des notions abstraites et intellectuelles telles que le produit intérieur brut potentiel. Une règle fondée sur un raisonnement structurel peut sans doute, mes chers collègues, produire le meilleur comme le pire. Le meilleur, ce serait qu'en isolant ce qui relève de la conjoncture et ce qui relève des décisions politiques, on incite les gouvernements et leur majorité à prendre leurs responsabilités et à annoncer clairement les mesures qu'ils entendent adopter pour rétablir structurellement les finances publiques. Malheureusement, ce n'est pas vraiment ce que nous observons, du moins en France. Et pour moi, le gouvernement, de façon volontaire ou par l'enchaînement des choses, me semble s'attacher à désincarner en quelque sorte la politique budgétaire. Un exemple, dans la loi de finances pour 2014,
Le gouvernement a anticipé le fait que la trajectoire de solde structurel ne serait pas respectée en 2013 et qu'il faudrait prendre des mesures compensatoires en 2014. Qu'est-ce que l'on aurait pu en attendre, en bon sens, que le gouvernement dise quelles économies supplémentaires il mettrait en œuvre pour compenser le dérapage? Que s'est-il passé? L'effort structurel prévu pour 2014 est passé de 0,5 à 0,9% sans autre forme de précision. On ne nous dit plus ce que l'on va faire, on nous demande de faire confiance aux objectifs fixés, en quelque sorte d'avoir la foi, et on crée une sorte de rideau de fumée par rapport à la réalité de la gestion budgétaire. Or, qu'est-ce qui nous préoccupe? C'est de distinguer les vraies et les fausses économies. De tout temps, et cela fait partie de leur rôle, les gouvernements ont cherché à embellir la mariée, à débudgétiser dans l'instant pour dépenser plus, tout en donnant l'impression d'être économe. Quel gouvernement n'a pas fait cela? C'est assurément ce que vous faites en utilisant opportunément le programme des investissements d'avenir pour accroître, par exemple, certains crédits de la défense. J'allais dire, c'est de bonne guerre. Mais s'agissant de la programmation des finances publiques et de la trajectoire de solde structurel, nous sommes dans une situation très différente puisque les outils à notre disposition, abstraits et conventionnels, permettent au gouvernement de présenter des économies fictives, en particulier en faisant un usage excessif de la notion de tendanciel. Le gouvernement, au lieu de donner la liste des économies réellement pratiquées, raisonne en tendance et illustre ses décisions non pas par de réelles économies, mais par une différence par rapport à la tendance acquise par la dépense publique. J'ai l'impression, par exemple, que le gouvernement détermine de nombreuses économies en projetant la tendance d'évolution des dépenses, non pas sur la base de l'exécution 2013, mais sur la base de la prévision retenue à l'automne 2013. Et en partant ainsi d'un point de départ plus haut, on obtient fictivement un montant d'économie plus important par rapport à la tendance. Enfin, nous le savons bien, les chiffres des finances publiques peuvent toujours, et c'est une tentation qui peut nous atteindre les uns et les autres, être manipulés à des fins politiques. Et c'est la tentation à laquelle nos collègues de l'Assemblée nationale n'ont pas résisté avec leur amendement à l'article liminaire qu'évoquait le rapporteur général et qui réduit le déficit structurel de 2014 comme si le changement de thermomètre pouvait avoir un effet sur la température. Et c'est un risque que je souligne, risque résultant d'une gouvernance des finances publiques qui repose à l'excès sur des notions abstraites, ce qui peut conduire à des initiatives d'opportunité de nature à miner encore plus la crédibilité de notre pays. En conclusion, mes chers collègues, le consentement à l'impôt, le vote du budget, c'est bien sûr l'essence même de notre légitimité. D'où l'insatisfaction que l'on peut avoir dans un débat comme celui-ci, lorsque l'on a le sentiment que les cartes sont biaisées et que la méthode n'est pas la plus propice pour permettre à ce débat démocratique d'avoir lieu dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, mes chers collègues, et c'est le dernier point, nos règles permettront-elles d'atteindre l'objectif pour lequel elles ont été conçues, c'est-à-dire revenir à l'équilibre des finances publiques? Ne faudrait-il pas que nous sachions voir de manière plus exigeante
la réalité de nos budgets, ce qui, je le suppose, nous conduirait à redéfinir certaines de nos règles de procédure pour l'examen des lois de finances afin de rendre les débats budgétaires, qu'il s'agisse de l'État ou de la sécurité sociale, plus concrets et de nature à mieux associer nos concitoyens aux choix qui devront être faits pour que notre pays réellement s'engage sur la voie du redressement. Mes chers collègues, la Commission des finances a suivi l'avis de son rapporteur général pour ce qui est de l'ensemble du texte, mais tout à l'heure, en examinant les amendements, nous avons rejeté l'article 1er et l'article 2 de ce texte, ce qui ne préjuge pas des autres votes qui auront lieu sur les différents amendements que nous allons examiner, en particulier à partir de la suspension de ce soir. Merci, mes chers collègues, de m'avoir écouté. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur André Gattolin pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Voilà donc, nous renouons avec cette tradition d'un collectif budgétaire au solstice d'été. Les gouvernements du précédent quinquennat en avaient usé tant et si bien que nous avions été presque surpris l'an passé de ne pas avoir été gratifiés de cet exercice. Un projet de loi de finances rectificatif a généralement pour objet de corriger les prévisions de la loi de finances initiale ou encore, et sans que cela soit exclusif, d'infléchir sensiblement la politique budgétaire en cours d'exercice. Alors, si on en croit l'exposé des motifs de ce PLFR, c'est plutôt le second objectif qui est recherché ici, avec cette particularité que l'inflexion proposée doit s'entendre plutôt au sens de la vitesse et non pas de la direction. Le Président de la République et le Premier ministre l'ont expliqué sans relâche, le pacte de responsabilité, tardivement orné, mais orné quand même de solidarité, a vocation à prolonger, amplifier, démultiplier le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Les écologistes ayant fortement critiqué cette mesure, tant sur la forme que sur le fond, vous comprendrez, Monsieur le Ministre, qu'ils ne voient pas d'un œil particulièrement bienveillant la non-remise à plat de ce dispositif. Les écologistes ne considèrent pas nécessaire que toutes les entreprises soient systématiquement aidées, qu'elles soient exposées ou bien protégées, qu'elles soient en difficulté ou bien florissantes, qu'elles soient économes en ressources ou bien très polluantes, a fortiori lorsque ces aides sont financées par des coupes dans certains budgets publics, dans les prestations sociales et dans les investissements des collectivités territoriales. Les écologistes ne se reconnaissent pas non plus dans le postulat énoncé par le Président de la République selon lequel l'offre crée la demande. Les chefs d'entreprise, qui se refusent à toute contrepartie à ces 41 milliards qui leur sont promis, expliquent eux-mêmes, et à raison, que sans commande, ils ne pourront pas créer d'emplois. À ce propos, Monsieur le Ministre, puisque l'objectif premier de cette politique était et reste l'emploi, et que nous n'en voyons en la matière guère d'amélioration sensible, pourriez-vous nous fournir les éléments chiffrés permettant d'apprécier les conséquences concrètes de la mise en œuvre du CICE que, par ce pacte de responsabilité, vous entendez prolonger ? Car le moins que l'on puisse dire, c'est que nous ne croulons pas sous les données. Le CICE était introduit lors du PLFR de 2013 par voie d'amendement, dispensant ainsi le gouvernement de toute étude d'impact préalable. Plus récemment, nous avons appris par l'entremise de la rapporteure générale des finances de l'Assemblée nationale, Madame Valérie Rabault, que le gouvernement gardait par-devers lui une simulation du Trésor assez édifiante. Selon ses calculs, les mesures de soutien aux entreprises et dans une moindre mesure aux ménages devraient générer 190 000 emplois et 0,6 points de croissance cumulée à l'horizon 2017, tandis que les 50 milliards d'économies annoncées dans le programme de stabilité devraient engendrer à la même échéance la suppression de 250 000 emplois et une baisse de croissance de 1,4 point cumulé environ.
Dans ces conditions, ne faudrait-il pas réorienter dès ce PLFR la politique budgétaire dans le sens d'une plus grande conditionnalité et efficacité des aides accordées aux entreprises, en particulier en incitant davantage les entreprises à investir plutôt qu'à distribuer des dividendes à leurs actionnaires et en resserrant le dispositif sur les PME à fort potentiel d'exportation. Outre le pacte de responsabilité, je souhaitais également évoquer deux autres mesures du PLFR qui concentrent l'attention du groupe écologiste. D'abord, la réduction de l'impôt sur le revenu, portant sur un peu plus d'1 milliard à l'adresse des ménages les plus modestes. Cette mesure, qui d'après le gouvernement entraînerait une baisse d'impôt de 350 €, 700 € pour un couple, était attendue. Elle permettra de compenser le gel du barème décidé dans le précédent quinquennat. Ajoutée aux allègements de cotisations sociales du PLFR-SS, elle constitue une inflexion positive. Son financement, toutefois, n'est assuré que pour cette année, puisqu'il repose largement sur des recettes exceptionnelles, les fameuses REX, en l'occurrence des pénalités perçues par l'État dans le cadre de sa lutte accrue contre la fraude fiscale. Il sera donc nécessaire, pour préserver cette mesure compensatoire, de trouver, lors de la prochaine loi de finances, une recette pérenne. La seconde mesure que je voulais évoquer est le remplacement de l'écotaxe sur les transports routiers de marchandises par ce qui a été dénommé le péage de transit poids lourd et qui diffère de la première mouture essentiellement par le fait que le réseau auquel s'appliquera ce dispositif a été divisé par 4. Je ne m'appesantirai pas sur la nasse dans laquelle était effectivement tombée cette mesure. Je me permettrai simplement de regretter que vous n'ayez pas davantage pris en compte les conclusions de la mission d'information parlementaire sur le sujet, comme la proposition d'une franchise applicable au premier kilomètre. Mais au-delà du débat technique et politique sur le dispositif, cette réforme de l'écotaxe laisse un manque à gagner fiscal d'environ 650 millions d'euros annuels, qui aurait dû servir au financement d'infrastructures de transport. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, par quelles recettes ces 650 millions seront remplacés? Alors, s'il permet d'introduire d'importantes mesures politiques en cours d'exercice, le PLFR permet également de revoir un certain nombre d'hypothèses de conjoncture en fonction des premières réalisations. D'abord, j'aimerais évoquer la bonne surprise, celle de la charge de la dette qui est revue à la baisse de 1,8 milliard d'euros. Cette situation favorable ne doit toutefois pas nous inciter au triomphalisme. C'est en effet la politique de la Banque centrale européenne qui assure une abondante liquidité aux banques tout en accueillant les dépôts qu'à des taux négatifs qui conduit aujourd'hui les investisseurs à se porter massivement sur les emprunts d'État européens, faisant donc baisser les taux. Pour la France, ce sont ainsi 0,8 milliard d'euros économisés du fait de la baisse de ces taux. Le milliard restant est dû à la baisse de la charge des titres indexés sur l'inflation. C'est donc la tendance déflationniste pesant sur l'économie européenne, dont on ne peut pas dire qu'elle constitue un horizon particulièrement réjouissant, qui permet aujourd'hui d'économiser ce milliard. Cela étant dit, pour une fois que nous faisons face à une bonne nouvelle, nous n'allons pas bouder notre plaisir. En ce qui concerne la croissance, l'hypothèse de 1% pour 2014, qui avait présidé à l'élaboration de la loi de finances initiale, correspondait alors au consensus des économistes. Après une croissance nulle au premier trimestre de cette année, cette hypothèse devient nécessairement moins probable. Dans son avis, le Haut Conseil aux finances publiques l'a d'ailleurs jugé désormais, entre guillemets, élevé. Et comme on pouvait s'y attendre, le FMI vient de déprécier son appréciation à 0,7% pour 2014. Dès lors, on peut se demander, Monsieur le Ministre, ce qui a conduit le gouvernement à maintenir coûte que coûte cette hypothèse haute. Déjà, lors du PLFR pour 2013, environ 11 milliards d'euros manquaient à l'inventaire des recettes fiscales. Cette fois, la dégradation du solde budgétaire, en l'occurrence une différence entre deux diminutions, celle des recettes et celle des dépenses, se monte à 1,4 milliard d'euros. Texte après texte, année après année, nous avons le sentiment que le gouvernement ne parvient pas à admettre, ou tout au moins correctement évaluer, les effets récessifs de sa politique de réduction drastique du déficit public. Cela vous a conduit, dans ce PLFR, à annoncer 4 milliards d'économies supplémentaires de dépenses publiques, dont 1,6 milliard s'applique directement au budget de l'État. Faut-il donc bien comprendre, Monsieur le Ministre, que ces 4 milliards viennent s'ajouter aux 50 milliards d'économies déjà annoncées ou non?
À cette aune, nous considérons que les objectifs fixés par le gouvernement ne sont pas raisonnables. Comment parviendrez-vous à réaliser l'année prochaine l'effort prévu de 21 milliards d'économies de dépenses publiques ? Cette divergence permanente entre les annonces et l'exécution, qui consiste à compter sur des milliards que l'on n'a pas, conduit à des situations de plus en plus dangereuses qui, à certains égards, peuvent parfois s'apparenter à une sorte de cavalerie. Le budget de la Défense en constitue le triste exemple. Dans son rapport sur l'exécution du budget 2013, la Cour des comptes écrit, je cite, « Les crédits de la mission Défense pour 2014 ont été amputés de 0,4 milliard d'euros pour financer les dépenses de 2013. Des crédits de programmes d'investissement d'avenir de la LFI 2014 ont en effet été utilisés en janvier 2014 pour payer une fraction de la subvention du CEA au titre de 2013. Si cette opération a permis de diminuer les restes à payer de la mission, elle a réduit d'autant les crédits disponibles pour l'exercice 2014. Je continue la citation de ce rapport. Ainsi, le PIA ne va pas financer 1,5 milliard d'euros de dépenses de 2014, mais seulement environ 1,1 milliard, ce qui nuit à la sincérité de la loi de finances pour 2014 et pourrait aboutir à des difficultés budgétaires pour la direction des applications militaires du CEA en 2014. Alors, un écologiste qui vous parle de la défense, vous vous demandez pourquoi. Vous allez comprendre. La solution d'urgence que vous avez trouvée, Monsieur le Ministre, consiste à transférer et que vous appliquez dans ce PLFR, consiste à transférer à la recherche nucléaire du CEA 250 millions de crédits non consommés du PIA. Or, pour 220 millions d'entre eux, ces millions sont pris sur 2 programmes intitulés, tenez-vous bien, « Innovation pour la transition écologique et énergétique » et « Villes et territoires durables ». Non seulement les investissements dits d'avenir ne servent donc à débudgétiser des dépenses auxquelles on ne parvient plus à faire face, dévoyant ainsi complètement le sens du PIA. Non seulement les crédits extra-budgétaires promis, en l'occurrence à la Défense, n'arrivent pas, transformant des recettes exceptionnelles en général et du PIA en particulier en monnaie plus que virtuelle, mais cet épisode permet de réaliser qu'il existe dans le PIA des centaines de millions dédiés à l'écologie et qui ne sont pas utilisés. Sans doute n'y a-t-il aucun besoin d'investissement d'avenir en France aujourd'hui en matière de transition écologique et énergétique, comme en matière de villes durables. Ce transfert douteux illustre en tout cas le bien faible attachement que ce gouvernement porte à la transition écologique sacrifiée au nucléaire militaire. Nous défendrons un amendement visant à rétablir l'ambition écologique de la majorité et nous serons extrêmement vigilants sur les réponses que vous nous apporterez à ce propos. En conclusion, Monsieur le Ministre, le groupe écologiste n'est pas convaincu à ce stade de la discussion budgétaire par ce PLFR et il attend un rééquilibrage au profit des ménages, de la transition écologique et de l'emploi. Aux antipodes de l'amplification d'une politique de l'offre indifférenciée, de la division par 4 du réseau de l'écotaxe, du transfert de crédits d'avenir dédiés à l'écologie vers le nucléaire militaire. Pour toutes ces raisons, les sénatrices et les sénateurs écologistes attendront la fin de nos débats et les réponses que vous aurez bien voulu apporter à nos interrogations pour arrêter leur position de vote sur ce PLFR. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gattolin. La parole est à Monsieur Emery de Montesquieu pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je l'ai souvent répété depuis le début du quinquennat, l'héritage reçu en mai 2012 était lourd. Il était dû en grande partie à la crise de 2008 que vous reconnaissez enfin et que vous invoquez aujourd'hui avec 6 années de retard. En mai 2014, cet héritage a dramatiquement fructifié. On compte 395 000 chômeurs de plus, un record. La dette avoisine les 2 000 milliards d'euros, soit 30 000 euros par habitant, un record. 20% de permis de construire en moins, un record. Et cela avec des conséquences importantes sur l'emploi. Notre déficit commercial s'aggrave selon la Commission européenne. La trajectoire budgétaire dérape. Le déficit public s'établit à 3,8%,
au lieu des 3,6 prévus et le mécanisme de correction budgétaire est désormais déclenché. C'est dans la cohérence et la continuité que se joue la solidité et la réussite de notre politique économique. Vous avez raison, Monsieur le Ministre. Pourtant, la politique économique et fiscale depuis 2 ans n'a pas mis en œuvre cette préconisation. Elle en a même pris le contre-pied. Où est la cohérence? Où est la continuité? Le gouvernement Ayrault avait augmenté les impôts et les charges sur les entreprises de 28 milliards, sur les ménages de 15 à 17 milliards selon les estimations. Il s'est évertué 2 années durant à éteindre le feu de la crise en l'alimentant par une taxation compulsive. La Cour des comptes a souligné les limites d'une stratégie concentrée trop exclusivement sur l'augmentation des recettes. Cette stratégie a provoqué, comme je vous l'avais prédit, un affaiblissement des recettes des impôts sur le revenu, sur les sociétés en 2013 et de la TVA en 2012. La multiplication des mesures nouvelles a créé une incertitude quant à la stabilité de la fiscalité. Cette politique a surtout généré 8 milliards de recettes en moins en 2013 et 4,8 milliards en moins prévus en 2014 et peut-être plus. Est-il nécessaire de rappeler encore une fois que trop d'impôts tue l'impôt? Monsieur le ministre Sapin a lui-même souligné hier que la coupe fiscale était pleine et qu'elle stérilisait l'économie avec un taux de prélèvement obligatoire de 46,1% du PIB, là aussi un record. Aujourd'hui, le gouvernement Valls réduit l'impôt sur le revenu de 4 millions de foyers fiscaux. Il en exclut 1,7 million, alors que le gouvernement précédent les y avait introduits. À la lecture du rapport de Valérie Rabault, rapporteur général du budget, membre du Parti socialiste, il est clair qu'on ne réforme pas l'assiette de l'impôt sur le revenu, on ne fait qu'appliquer un pansement exceptionnel et non financé de façon pérenne. Avec une prise de conscience trop tardive, vous prenez aujourd'hui des mesures en faveur des entreprises, comprenant enfin que ce sont elles qui créent l'emploi, après avoir passé des mois à les vilipender. La TVA sociale avait été l'objet de critiques virulentes avant ralliement partiel, comprenant enfin, là aussi, la nécessité de soutenir l'appareil productif. À ce sujet, quel est le sort réservé aux conclusions des 4 groupes de travail des assises de la fiscalité pertinemment rassemblés par le Premier ministre Ayrault en début d'année? Il n'y a pas une trace dans votre projet de loi. Eh bien, écoutez, je suis heureux que vous corrigiez ce propos, Monsieur le ministre. Vous comprendrez notre déception, Monsieur le ministre. Nous attendions beaucoup de ce collectif qui, conjointement avec le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, met en œuvre les premières mesures du pacte de responsabilité et de solidarité, nouvelle feuille de route du gouvernement. Ce pacte eût été un signal fort, allant dans le bon sens. L'UDI était prête à le soutenir, mais sa mise en œuvre est beaucoup trop poussive et la déception est à la mesure de l'attente, forte, très forte. Pourquoi faire un geste aussi exceptionnel qu'improvisé sur l'impôt sur le revenu, alors que depuis le mois de novembre, de nombreux parlementaires ont travaillé dans le cadre des assises de la fiscalité à un projet de réforme? Pourquoi augmenter de 4 millions d'euros le plafond des ressources affectées au Centre national du spectacle vivant? La liste serait encore longue. Le texte qui nous est revenu de l'Assemblée nationale est un inventaire de cadeaux électoralistes sans vision d'ensemble. La Cour des comptes, la Commission européenne vous exhortent à des réformes de structure, repousser l'âge de la retraite, baisser le nombre de fonctionnaires, augmenter le temps du travail effectif. Quelles mesures, certes difficiles et même parfois très difficiles, avez-vous pris en ce sens? Les prévisions de croissance et d'emploi sont traditionnellement trop optimistes. C'est pourquoi je renouvelle ma proposition d'élaborer le budget sur une prévision de croissance nulle,
ce qui permettrait de réduire en euros constants les dépenses du montant de l'inflation et de redonner ainsi, sauf croissance négative rarissime, mécanique, et de réduire ainsi, sauf croissance négative rarissime, mécaniquement des déficits. Je tiens beaucoup à une réponse à cette proposition, Monsieur le Ministre. Vous annoncez 50 milliards d'économies 2017 et affirmez poursuivre l'assainissement des finances publiques en le fondant sur les économies en dépenses. Ces 50 milliards d'économies restent très mystérieux quant à leur réalité. Quand prendrez-vous en compte qu'il ne s'agit pas de modérer les dépenses, mais de les faire baisser? Elles représentent 57,4 de notre PIB, soit 10 points de plus que la moyenne européenne, faut-il encore le rappeler. Les dépenses publiques ont augmenté en France en 2013, alors qu'elles ont baissé dans le reste de l'Europe. C'est une réalité qui devrait vous mobiliser et vous faire prendre des mesures drastiques. Il faudrait près de 17 milliards d'efforts par an pour parvenir à l'objectif annoncé. À part les baisses de dépenses liées à la diminution de la charge d'intérêt de la dette, qui dépendent des marchés, et la baisse des dotations aux collectivités, où sont les économies? Quand mettrez-vous en application les préconisations de la Cour des comptes, les injonctions de la Commission européenne, les conclusions de bon sens des rapports de qualité que vous avez commandés? Prendrez-vous exemple sur l'action de pays dans une situation comparable à la nôtre, qui ont su redresser leurs finances et se réformer? Voyez la Grande-Bretagne, voyez l'Italie. J'ai l'impression désagréable de répéter les mêmes exhortations, vox clamantis in deserto. Monsieur le ministre, soit vous laissez votre texte n'être que le support d'une vaste opération de communication, auquel cas nous voterons contre, soit nous pouvons faire de ce débat un lieu de réforme que nous pourrions soutenir tous ensemble. À vous d'en décider, Monsieur le ministre. Merci. La parole est à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRC. Tu vas bien? Très bien. Je vais en profiter. Merci. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, à l'évidence, l'examen de ce projet de loi de finances rectificative pour 2014 intervient dans un contexte très particulier pour notre pays. En effet, il n'est pas imaginable de débattre de ce texte sans avoir en tête le doute profond qui s'est emparé de l'ensemble de nos concitoyens. Nous débattons ce soir de la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité. Vous venez de nous expliquer, Monsieur le Ministre, qu'il convient de poursuivre et amplifier les efforts, car les efforts payent, nous dites-vous. Je doute que nos concitoyens partagent votre enthousiasme. Il y a quelques semaines, 2 rapports ont été rendus publics. Le premier par la Cour des comptes et le second par le Haut Conseil des finances publiques. S'y ajoute début juin le verdict critique de la Commission européenne sur le programme français de stabilité pour les années 2014-2017 des finances publiques. C'est moins le traditionnel discours catastrophique sur la dette publique porté par ces 3 institutions qui doit retenir l'attention que le constat commun de rentrée fiscale moins bonne que prévu, malgré les hausses importantes d'impôts. 6 semaines après le séisme des élections européennes, la réalité impose son implacable vérité. Plusieurs milliards d'euros manquent à l'appel. Faute de croissance, la politique du gouvernement ne marche pas. N'est-ce pas le moment de rouvrir le débat escamoté au moment où a été prise la décision de lancer le trop fameux pacte de responsabilité? À ce propos, il est intéressant de noter ici la déclaration de l'ancien ministre des Finances, M. Pierre Moscovici, qui déclarait sur un plateau de télévision au lendemain de l'élection européenne, je cite, « Le désendettement sans croissance, cela ne marche plus ». Propos jamais tenus par l'intéressé ici, dans cette enceinte, moment d'égarement, liberté de parole recouvrée ou propos de campagne d'un candidat à la fonction de commissaire européen, qui sait? Il n'empêche que ces paroles ne manquent d'interpeller. Le débat n'est donc pas clos. Notre gouvernement s'entête dans ses choix. La priorité donnée à la réduction des déficits provoque une réduction de la croissance et l'austérité imposée à tous les pays nous conduit à l'échec.
Je voudrais également faire référence ici aux propos de Madame Valérie Rabault, notre collègue députée, rapporteure du PLFR à l'Assemblée nationale. Les mots que notre collègue a prononcés sonnent comme une véritable mise en cause radicale de la politique économique suivie par le gouvernement. Je vais ici me permettre de la citer. Selon les prévisions établies par le ministère des Finances et des Comptes publics, le plan d'économie de 50 milliards d'euros proposé par le gouvernement pour la période 2015 à 2017, soit une réduction des dépenses de plus de 2 points du PIB, aurait ainsi un impact négatif sur la croissance de 0,7% par an, en moyenne, entre 2015 et 2017, et pourrait entraîner la suppression de 250 000 emplois à l'horizon 2017. Fin de citation. Ce constat n'est pas nouveau. Depuis que la crise financière et économique a commencé en 2007, de nombreux économistes alertent sur le fait que la réduction à marche forcée des déficits publics en Europe produit un effet strictement opposé à celui qui est officiellement escompté. Les plans d'austérité mis en œuvre pour atteindre cet objectif sapent toute possibilité de rebond économique, font le lit du chômage et limitent les rentrées de recettes fiscales, ce qui donc creuse les déficits que l'on était supposé diminuer. La dernière enquête publiée par l'INSEE le 2 juillet dernier n'a certainement pas manqué de vous interpeller, Monsieur le Ministre. Selon l'Institut, les inégalités ont atteint leur plus haut niveau enregistré depuis 1996. L'année 2011 fut particulièrement faste pour les hauts revenus, tandis que la pauvreté touche aujourd'hui 8,8 millions de personnes, un niveau historique. Savez-vous, Monsieur le Ministre, que dans mon département du Nord, le Conseil général dépense à chaque minute qui passe 1 100 € pour financer le RSA socle? Oui, chaque minute. La conséquence de l'explosion de cette dépense de solidarité est la réduction sensible de l'investissement du Conseil général pour la population du Nord. Ce montant d'investissement passera l'an prochain de 400 à 200 millions d'euros. Et comme ce docteur Diafoirus, cher à Molière, qui préconisait des saignées à son malade déjà anémié, vous réduisez encore les dotations aux collectivités dont chacun connaît très bien ici le poids économique dans les territoires. Mes chers collègues, je ne voudrais pas davantage noircir le tableau à l'extrême, mais le constat est là, partagé sur tous les bancs. Nos concitoyens souffrent et s'interrogent. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils se désespèrent de la politique. Il est urgent et crucial d'opérer une réorientation radicale de vos choix politiques. Le rapport de la Commission des finances présenté par notre rapporteur général, François Marc, garde une once d'optimisme lorsqu'il indique que pour la croissance de l'année en cours, je cite, page 12, une prévision pour 2014 discutée, mais qui demeure crédible. Nous craignons, pour notre part, que trop de voyants soient aujourd'hui au rouge pour partager cette prévision. Le président de la République avait annoncé que le début du quinquennat serait une remise en ordre qui permettrait ensuite une nouvelle redistribution de la richesse. À l'évidence, la feuille de route n'a eu cours que le temps d'une campagne électorale. C'est un pari risqué sur le plan social et économique, mais aussi politique. Oui, les dépenses publiques pèsent lourd dans notre pays. Qui osera ici parler de gâchis? Ne faut-il pas, comme le disent de nombreux économistes, plus de biens publics dans des sociétés de plus en plus complexes et de plus en plus fragiles? Nous combattons cette idée selon laquelle il y aurait d'un côté des acteurs privés producteurs de richesses et de l'autre un État prédateur, irresponsable et dépensier. Ce déficit, qui est devenu l'arme de destruction massive des aspirations de nos concitoyens, serait uniquement le résultat de dépenses publiques excessives. Mais voyons un peu du côté des recettes. Voyons l'évolution de la situation ces dernières années. L'État a provoqué progressivement un déficit de recettes dans le budget. Avec les choix d'exonération systématiques des ménages les plus aisés notamment et des grandes entreprises, la part des recettes de l'État a diminué de 5% du PIB en 30 années. Sur la même période, la part des dépenses publiques a chuté de 2 points de PIB. Si l'État, au lieu de se financer sur les marchés financiers, avait eu recours à des emprunts directement auprès des ménages, dont l'épargne ne cesse de se consolider, tout au moins pour ceux qui en ont encore la possibilité, principe de précaution oblige, ou bien des banques pratiquant un taux d'intérêt réel de 2%, la dette publique serait aujourd'hui inférieure à 29% du PIB, soit environ 600 milliards d'euros. Notre groupe, vous l'avez bien compris, est dans des accords complets avec la philosophie générale de ce projet de loi de finances rectificative. Vous voulez réduire le coût du travail. Je mets à titre personnel des guillemets autour de cette expression, pièce maîtresse des éléments de langage fabriqués dans l'arsenal d'une certaine idéologie,
car nous avons la faiblesse de penser que le travail n'est pas un coût, mais facteur de richesse. Nous sommes étouffés par le carcan de la règle d'or, étouffés par la rigueur budgétaire. Tous les ministères seront touchés. Il y a eu grande communication autour de la baisse d'impôts pour des catégories de contribuables modestes, présentée comme une bonne nouvelle, certes, mais ne convient-il pas de rapporter cette somme de 1,16 milliard d'euros aux quelques 6 milliards de TVA supplémentaires que la hausse des taux au 1er janvier 2014 a pu générer? Donnez d'une main ce que vous avez déjà repris de l'autre. Nous nous félicitons du renforcement du contrôle des prix de transfert, notamment en cas de transfert vers les paradis fiscaux, très bien, mais la liste française des paradis fiscaux prévoit-elle de réintégrer Jersey et les Bermudes, qui en furent retirés de manière tout à fait incompréhensible en janvier de cette année? Oui, il faut pousser activement les feux de l'échange automatique d'informations en matière fiscale. C'est un enjeu d'avenir. Il faudra beaucoup de volonté et d'engagement, et ne pas croire ou laisser croire que le seul retour des exilés repentis vers Bercy, afin de régulariser leur situation, suffira à éradiquer ce scandale de l'évasion fiscale. C'est toute une machinerie, une industrie qu'il faudra démanteler afin d'espérer récupérer un jour les dizaines de milliards d'euros qui manquent au budget de la République. Il nous faut aussi pousser les feux de la transparence totale, sans dérogation. C'est bien l'une des conditions de la réussite de cette bataille à livrer pour la justice fiscale. Notre groupe défendra donc ces amendements visant à un véritable changement de logique. Ils porteront sur le barème de l'impôt, sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dont nous avons pu observer au passage que le rendement en 2013 était supérieur de 10% aux prévisions, alors même que le nombre d'assujettis avait été réduit de 300 000 personnes. C'est dire les possibilités de ressources qui existent de ce côté-là. Pas de dogmatisme, beaucoup de pragmatisme. Monsieur le ministre, l'argument essentiel de vos choix consiste en un nouvel allègement conséquent pour les entreprises. En ce jour d'ouverture de la conférence sociale, dont on peut dire qu'à l'évidence elle ne fédère pas l'ensemble des acteurs sociaux de ce pays, ainsi nous apprenons aujourd'hui que 2 organisations syndicales majeures ont pris la décision de ne pas participer aux tables rondes de demain. Cette conférence sociale, 3e du nom, est quasiment mort-née. Depuis 2 décennies, depuis le gouvernement Balladur en 2002, ce sont des dizaines de milliards d'euros d'allègements et exonérations diverses qui ont été accordés. Pour quel bilan? Vous nous avez dit, Monsieur le ministre, poursuivre et amplifier les efforts. A-t-on procédé à la moindre évaluation de l'efficacité de ces aides? Je note avec intérêt l'objectif de création d'un observatoire des contreparties. Cela manque singulièrement aujourd'hui. Je voudrais à ce propos anticiper un peu sur le rapport de la mission d'information menée par nos collègues Charles Guené comme président et mon ami Michel de Messine, sénatrice du Nord, comme rapporteur. Sans déflorer le contenu du rapport, qui sera rendu public la semaine prochaine, je me permettrai ici d'en évoquer d'ores et déjà un constat assez édifiant. L'efficacité des exonérations de charges en matière d'emploi n'est absolument pas démontrée. Plus on entre dans le détail, plus on doute et constate les dérives. Cette importante dépense publique est bâtie uniquement sur le dogme du coût du travail. Elle nécessite une réelle évaluation qui fait défaut aujourd'hui, malgré l'abondante littérature sur le sujet et l'empilement des rapports. On est incapable de faire la différence entre les emplois créés, les emplois sauvegardés, et on ne sait pas donner de fourchette plus précise que de parler de 70 000 à 800 000 emplois créés. Ainsi, le constat est-il fait que les secteurs non exposés à la concurrence étrangère, internationale, comme la grande distribution, bénéficient aussi de cet avantage. Plus grave encore, on tire les salaires vers le bas. Sans conteste, ce rapport d'information constituera une mine d'informations essentielle pour cet observatoire des contreparties. Ne nous privons pas de cette nouvelle et belle contribution du Sénat à la réflexion collective. Il doit rester dans les armoires du MEDEF un certain nombre de millions de pins qui arboraient fièrement le slogan « 1 million d'emplois » il y a quelques mois. Chiche, Monsieur Gattaz. Monsieur le ministre, ce budget en l'état ne peut recueillir l'accord du groupe communiste républicain et citoyen. Nous pousserons le débat le plus loin possible pour infléchir vos choix. Nous sommes convaincus que la situation économique, sociale et politique l'exige. Il y va, y compris, de l'équilibre de notre société. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Yvon Collin pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
Nous examinons cette année, à mi-chemin dans l'exécution budgétaire, un projet de loi de finances rectificative qui constitue, avec le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale que nous examinerons dans les prochains jours, le premier vecteur législatif du pacte de responsabilité et de solidarité. Ce texte comportait, Monsieur le ministre, initialement, outre l'article liminaire dont il sera question tout à l'heure, 6 articles, dont l'article 1er, sans doute le plus important, qui procède aux allègements d'impôts sur le revenu en faveur des ménages modestes, et c'est une mesure de justice fiscale à laquelle nous sommes, au groupe, particulièrement attachés. Quant aux entreprises, ce texte ne leur est, à première vue, guère favorable, puisque le principal article les concernant, l'article 5, prolonge en réalité d'un an la surtaxe de l'impôt sur les sociétés versée par les plus grandes d'entre elles. Certes, il faut voir cela dans une stratégie d'ensemble, j'entends bien. Le gouvernement a déjà mis en place la Banque publique d'investissement ainsi que le crédit d'impôt compétitivité, le CICE, qui est un outil simple, efficace, plébiscité par les entreprises. Par ailleurs, dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, des allègements très conséquents de cotisations sociales pour les employeurs et pour les salariés, ainsi que pour les travailleurs indépendants, sont prévus et seront actés dans la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2014. Ensuite, à compter de 2017, une baisse du taux d'impôt sur les sociétés, il faut bien le dire, Monsieur le ministre, exceptionnellement élevé dans notre pays, sera engagée pour atteindre 28% en 2020. Ces mesures, Monsieur le ministre, sont attendues. Elles permettront aux entreprises de restaurer leurs marges et d'investir pour renforcer leur compétitivité et, in fine, nous l'espérons, créer plus d'emplois. Personnellement, je m'en réjouis, mais je souhaiterais tout de même souligner que nous ne pouvons pas agir uniquement sur des facteurs de compétitivité, coût, et en particulier sur le coût du travail. Nos entreprises doivent aussi, et je dirais surtout, se différencier par des facteurs de compétitivité hors coût, comme l'innovation, comme la qualité. Et c'est d'ailleurs l'esprit de la fameuse montée en gamme que Louis Gallois appelait de ses vœux dans son excellent rapport de novembre 2012. C'est une étape supplémentaire à franchir qui doit être encouragée par les pouvoirs publics. Mais, Monsieur le ministre, de 7 articles à l'origine, ce texte est passé à 36 articles, un ayant été supprimé et 30 nouveaux adoptés par l'Assemblée nationale. Je sais qu'il s'agit souvent dans les textes de cette nature de prendre un certain nombre de mesures de correction, voire d'adaptation, mais cela ne devrait pas empêcher une cohérence d'ensemble qui fait, me semble-t-il, cruellement défaut dans le cas présent. Ainsi, avec une certaine précipitation, l'Assemblée nationale a adopté des mesures très disparates, qui peuvent même sembler à certains égards contradictoires, si bien qu'on a du mal, parfois, à comprendre le sens de ce collectif. Certaines dispositions ont été jusqu'à créer des dissensions au sein même du gouvernement, faute d'arbitrage interministériel. Je pense bien sûr aux articles qui portent sur la taxe de séjour et dont notre rapporteur général nous propose, il a sans doute raison, de repousser l'entrée en vigueur tant ils apparaissent précipités, mais aussi mal calibrés. Voilà, bonjour et bienvenue sur les chaînes parlementaires. Nous interrompons cette séance de discussion budgétaire pour rejoindre le Conseil économique, social et environnemental qui accueille aujourd'hui